Je tiens à vous remercier pour votre présence là aujourd'hui et pour l'intérêt encore à ce sujet, chefferie de projet et animation des équipes. Donc, pour me présenter, je suis Ali. Ça fait 5 ans que je suis avec Alésia. Actuellement, je suis chef du projet dans la région de Lyon, donc à Lyon. Et en 2018, j'ai rejoint Alésia en tant qu'ingénieur de test à Besançon. Aujourd'hui, le sujet de ce meet-up sera la gestion de projet et l'animation des équipes. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? Ok, parfait. Bon, on peut commencer. Donc là, du coup, cette présentation, le sommaire de cette présentation, j'ai un petit peu divisé en 4 parties. Donc la première, c'est comment devenir chef de projet, les motivations et les compétences. Je vais parler comment être chef du projet par la voie classique et par évolution carrière. Je vais partager un petit peu mon expérience personnelle sur ce sujet. Après, j'aime bien exposer un petit peu les clés pour réussir le métier chef de projet actuellement. Il y a plusieurs thèmes qu'on va les aborder dans cette présentation. Le troisième axe, c'est l'animation des équipes. C'est un challenge au quotidien. Comment il faut gérer les équipes? Quels sont les points clés à prendre en considération pour réussir la mission de gestion d'équipe et chef du projet? Et après, je vais terminer par une conclusion. Un petit peu comment devenir chef de projet, un petit peu les motivations et les compétences, parce que on va dire, c'est un métier qui nécessite un petit peu de compétences et il faut être un petit peu motivé pour gérer des projets et animer des équipes. Pour moi, c'est vraiment, il faut avoir un petit peu de la patience, du passion pour la gestion. C'est que vraiment, on aime bien faire ça pour réussir. Si on n'aime pas faire la gestion, si on n'aime pas faire des suivis de l'organisation et tout ça, on peut pas réussir. Vraiment, il faut avoir, comme pour tous les métiers, il faut avoir de la passion pour réussir et pour être chef de projet et pour bien gérer les projets derrière. Euh, le- L'amour de leadership, un petit peu, c'est que Euh, ici, on parle un petit peu d'un nouveau concept de chef de projet qui est différent un petit peu au rôle qui est classique. Avant, un chef de projet, il était connu comme un boss qui donne des ordres, qui donne des directives et qui reste un petit peu, lui, on va dire, un petit peu écarté de son équipe. Mais actuellement, ce rôle, il a changé, il a pris d'autres perspectives et c'est que là, on parle tout le temps de leadership. C'est que le chef de projet, il doit être maintenant impliqué dans son équipe, les driver, les aider à avancer, les aider à résoudre les problèmes, à anticiper les risques, on va dire à avoir une vision en détail du projet. Un chef de projet encore, il doit être apte et capable de résoudre des problèmes. Il doit avoir des reculs sur les sujets qu'il traite, sur les problèmes. Et il faut encore qu'il identifie le problème, l'origine du problème, les axes de solution et mettre encore derrière les axes on va dire, un plan d'action pour résoudre ce problème ou les problèmes. Un chef de projet encore, et pour moi, ça c'est la première vraiment compétence à avoir, c'est une communication efficace. Et une communication efficace dans le monde de la gestion, c'est vraiment, il est basé sur 6 questions. Comment? Donc, comment on peut réaliser une tâche? Qui qui peut prendre cette tâche en considération, qui a les compétences,
ou comment on peut réaliser cette tâche ou dans quel environnement. Quoi? C'est vraiment la question sur la nature de la tâche euh, qui est attendue, quand c'est, on va dire, la date cible ou la deadline pour réaliser une tâche ou un ensemble de tâches, et le pourquoi, pourquoi on réalise cette tâche. Donc, quand les membres de l'équipe, quand le chef du projet, il sait répondre à ces 6 questions, on peut dire que l'idée, elle est claire pour l'équipe et les membres de l'équipe, ils peuvent avancer sans aucun souci. Des fois, ce qui est un petit peu, ce que je vois un petit peu, moi, ça fait 1 an et demi que je suis chef de projet, j'ai pas une très grande expérience, mais c'est ce que je vois, c'est qu'un chef de projet, il commence à donner de l'ordre sans donner de la visibilité à son équipe. Et donc, l'équipe, a des fois, par exemple, il peut déprioriser des tâches, mais sans savoir que c'est vraiment très important pour le projet. Et donc, on arrive à des échéances où la tâche, elle n'est pas réalisée. Pourquoi? Parce que le chef de projet, il n'a pas bien communiqué. Un chef de projet encore, il devrait avoir un sens de responsabilité parce que c'est lui le garant d'un projet. Donc, c'est lui qui va mener le projet à la réussite. C'est lui qui est l'interlocuteur avec son client. Et donc, sans le sens de responsabilité, les choses ils vont partir dans toutes les dans toutes les sens. Il n'y aura pas d'avancement. Et le dernier point, c'est que pour chaque comme pour chaque métier, il faut qu'un chef de projet, il faut qu'il continue à faire de l'apprentissage en continu, soit sur la nature technique fonctionnelle du projet, soit sur les outils utilisés pour piloter et gérer un projet, soit encore les capacités personnelles à gérer et à animer les équipes. Donc il ne faut pas se limiter à un nombre limité de connaissances. Il faut toujours et toujours se mettre à jour et faire de l'apprentissage en continu. Vous me disiez si je vais très vite ou si vous avez des questions. On va dire l'idée, c'est de discuter encore en même temps de la présentation et de ne pas juste limiter les questions à la fin. Je continue. Donc, comment devenir chef de projet? Donc, il y a 2 voies. La voie classique, c'est vraiment avoir des diplômes qui sont un petit peu adaptés avec la gestion, comme les diplômes de gestion des affaires, les diplômes en informatique, les diplômes en sens social et humain, des diplômes en gestion d'entreprise internationale. Donc, il y a plusieurs. Donc là, la personne qui vraiment souhaite être chef de projet, on va dire, elle peut aller dans ce sens et avoir un diplôme. Mais pour moi, euh, je ne sais pas dans le monde industriel et dans le monde de travail si vraiment ce voie il est respecté ou on va dire tous les chefs de projet actuellement ils sont passés par cette voie. Parce que c'est ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font de la reconversion où ils ont fait passer des formations ou des certificats pour après avoir ce poste de chef de projet. Donc, je ne sais pas si le voie classique, il est tout le temps adapté, mais pour moi, je pense que tout le monde, on va dire, actuellement, on part dans un sens, c'est que la personne, elle fait, par exemple, dans le domaine de l'informatique, elle est développeur ou business analyst ou testeur ou architecte. Et si vraiment, lui, il trouve dans sa personnalité qu'il a les bonnes compétences, il peut partir dans une conversion, il peut suivre des formations pour atterrir dans un poste de chefferie du projet. Donc là, ici, moi, je vous partage un petit peu mon expérience personnelle, notamment avec Alesia. Donc, moi, j'ai rejoint Alesia en 2018 en termes qu'ingénieur test et validation. C'était à Besançon.
Après, bah, durant ces 4 ans, moi, je viens encore d'une formation en mécanique. Donc, j'étais un petit peu loin de l'informatique. Durant ces 4 ans, j'ai travaillé dans une boîte qui est vraiment très grande et que j'ai pu acquérir beaucoup de compétences dans le domaine de fabrication des logiciels et encore au niveau compétences de gestion. Donc, je travaillais, moi, tout le temps, on va dire, à proximité de mon chef de projet à l'époque. Et donc là, j'ai vu que vraiment, je suis bien intéressé par ce domaine. J'ai les compétences personnelles et techniques bah, pour assurer la responsabilité de ce poste. Et c'est comme ça, c'est que moi, j'ai parlé avec le cadre Alésia et donc j'ai réalisé des formations de chef de projet. Et après, bah, j'ai commencé à trouver des postes en tant que chef de projet à Lyon en 2022. Donc, c'est un petit peu ma expérience personnelle. J'ai réussi donc à aller de l'ingénieur de test de validation vers la chefferie du projet sans vraiment avoir un diplôme comme en diplôme en gestion des affaires ou un diplôme d'une école de commerce pour vraiment avoir ce poste. Donc, on va dire l'idée, c'est que c'est très faisable et c'est même logique si vous trouvez de la compétence, on va dire, si vous avez ces compétences, dans n'importe quel projet, il faut parler et il faut aller dans ce sens. Il ne faut pas vraiment se limiter à un poste qui est actuellement le vôtre. Il faut vraiment évoluer et aller vers une évolution carrière. Donc, pour compléter un petit peu, les clés pour réussir le métier du chef du projet, donc comme j'ai indiqué un petit peu dans les diapos avant, c'est que là, un chef du projet, bah, il faut qu'il ait une communication efficace parce que c'est vraiment le clé du succès dans toutes les interactions humaines. Donc, elle consiste à transmettre des messages d'une manière claire et à écouter activement, bien sûr. Donc là, la communication, elle va dans les deux sens. Donc, la première direction, ou le premier sens, c'est le comment, qui, où, quoi, quand et pourquoi. Et encore, bah, il faut écouter encore les collaborateurs, voir s'ils ont des problèmes, s'il y a des blocages, et essayer de pallier tous ces problèmes et d'anticiper un petit peu encore les risques avec eux. Le deuxième chose, donc comme encore nous avons dit, c'est le rôle de leader. Donc vraiment être un leader, c'est inspirer et motiver les autres vers l'atteinte des objectifs communs. Parce qu'un projet, c'est vraiment un objectif commun qui est commun à tous les membres de l'équipe. Il y a tout le monde qui travaille, qui fait avancer les choses pour aboutir à la réussite d'un projet. Donc, de cela, il faut que les membres de l'équipe puissent sentir une implication directe de leur chef du projet. Parce que si le chef de projet il n'est pas impliqué dans le projet, donc il le gère d'une façon très éloignée, bah, eux, ils seront pas motivés, ils ne seront pas impliqués. Et là, du coup, bah, le projet va, il va pas avancer, il va pas réussir et peut-être il sera arrêté. Le troisième clé, c'est la bonne gestion du temps. Donc, la bonne gestion des temps, c'est que, bah, notamment, prioriser les tâches essentielles pour la réussite d'un projet et donc minimiser les perturbations pour une meilleure productivité. Là, les perturbations, on va dire, les affecter au conflit on va dire que les conflits au niveau professionnel qu'on peut avoir. Donc, il y a deux membres ou deux collaborateurs dans un projet, ils sont toujours en conflit. Bah, ce conflit, il va générer des retards, il va générer de l'esprit négatif dans l'équipe
Et donc ici, le rôle de chef de projet, c'est de jouer un petit peu le rôle de juge entre ces deux personnes pour essayer d'atteindre et de cadrer un petit peu le conflit si c'est possible. Continue encore sur les clés de réussite de métier, de ce métier, c'est qu'un chef de projet, il devrait avoir une capacité d'adaptation. Donc, il doit s'adapter aux différentes situations et aux différents défis rencontrés dans le cycle de vie d'un projet. Donc, il devrait être flexible et réactif et donc trouver les bonnes solutions au bon moment. Si un chef de projet, il manque de cette capacité, c'est qu'il ne sait pas s'adapter, bah, on va dire, les problèmes, ils vont s'empiler. Il y aura une accumulation du stress, il y aura une accumulation de travail, et donc les membres d'équipe ou les collaborateurs, bah, ils sauront pas quoi faire. Et donc, on va avoir un projet qui va échouer. La connaissance du domaine, bien sûr. Donc, on ne peut pas gérer un projet si on n'est pas familiarisé vraiment avec le domaine. Donc, avec le domaine, et là, si par exemple on parle du domaine informatique, on peut pas gérer un projet si on ne sait pas c'est quoi serveur, c'est quoi VPN, c'est quoi déploiement, c'est quoi test, c'est quoi agile. Donc, il y a vraiment on va dire, un environnement ou des compétences euh, à acquérir pour pouvoir gérer un projet, par exemple, dans le mode informatique. Sinon on va dire le chef du projet, il peut pas prendre des décisions d'une manière efficace et claire. Et donc, des fois, il peut prendre des décisions qui vont à l'envers de l'avancement du projet. Et bah, bien sûr, comme on a dit, que c'est l'apprentissage en continu que le chef de projet il doit assurer en permanence. Euh, Concernant l'axe animation des équipes, donc c'est un challenge au quotidien. Je pense que chaque chef de projet, lui, il connaît un petit peu ce challenge. Et donc, c'est vraiment un challenge au quotidien. Il faut bien traiter, il faut bien organiser, il faut bien gérer une équipe. Et donc, là, j'ai présenté un petit peu ici on va dire, les axes principaux qu'un chef du projet doit faire attention. La première chose, c'est la gestion des conflits. C'est que lorsqu'on a un conflit, il faut vraiment identifier et le résoudre d'une manière constructive et que ce chef de projet, il doit prendre, on va dire, la position zéro ou la position nulle la position en neutre, pardon, entre les deux parties qui sont en conflit. Et il faut vite et directement et rapidement gérer ce conflit parce que un conflit, il peut amener à des choses, il peut amener à un environnement de travail qui est négatif et qui est stressant et après, on ne peut pas avancer. La deuxième chose, c'est la répartition des tâches. C'est que lors du quotidien, on va dire, lui, il va répartir les tâches aux différents collaborateurs. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas affecter des tâches à des personnes que eux, ils ne peuvent pas l'assumer. Par exemple, il faut tout le temps prendre en compte les compétences de chaque membre de l'équipe. Et à la lumière de ses compétences et en se basant sur ses compétences, lui, il peut dire, bah, Monsieur X, Madame Y, bah, vous pouvez prendre ces tâches de cette manière. Donc, c'est un petit peu une répartition des tâches d'une manière équitable. Et cette répartition de tâches qui sera d'une manière équitable, elle va donner des résultats et elle va donner une animation d'équipe d'une manière efficace. Sinon, on va avoir encore de la perte du temps et
Si on ne répartit pas les tâches en se basant sur les compétences, bah, des fois, on va recréer des conflits entre les membres d'équipe. Euh, le troisième point, c'est la collaboration interfonctionnelle. C'est que un projet, c'est comme un puzzle. Donc, il y a plusieurs briques. On va dire les collaborateurs, chaque collaborateur travaille sur un brique, mais à la fin, mais en fin de compte, on va dire ces briques, on va les rassembler ensemble pour arriver à la fin du projet. Donc, normalement et logiquement, bah, ces collaborateurs, ils doivent collaborer ensemble pour mettre en place les choses. Et donc, des fois, selon des personnalités, il y a des gens ou il y a des personnes qui aiment bien travailler tout seuls dans leur coin. Des fois, ce sont des comportements qui peuvent mettre en danger l'avancement d'un projet lorsque vraiment on a besoin de collaborer ensemble. Et donc, le rôle de chef du projet ici, c'est vraiment de favoriser cette collaboration euh, et on va dire, et de pousser l'équipe dans cette direction. Sinon, bah, on ne va pas arriver à une brique complète du projet et encore, on va de toute façon générer de retard et générer des conflits. Le quatrième point, c'est la motivation de l'équipe. La motivation de l'équipe, c'est vraiment, euh, comment dire, améliorer la motivation, donner de la motivation de l'équipe en permanence. Donc, la motivation, on peut la faire par des messages de reconnaissance. Des fois, si on va dire l'aspect budgétaire le permet, mettre un petit peu des primes, faire des sorties ensemble pour améliorer la cohésion, expliquer un petit peu l'importance de leur travail dans ce projet ou leur indiquer que leur travail, bah, il sera utilisé par, on va dire, leur montrer vraiment l'importance de ce projet vis-à-vis des utilisateurs finaux. Donc, il y a plusieurs axes à aborder. On va dire, le chef de projet, il doit tout le temps trouver des astuces pour continuer à motiver de l'équipe. Et ce qui est bien, c'est de faciliter la vie des collaborateurs. Donc, par exemple, un collaborateur, il dit, bah, moi, je ne peux pas venir sur site aujourd'hui, est-ce que je peux travailler à distance? Bah oui, bien sûr, parce que bon, dans le monde informatique, si on travaille à distance ou si on travaille sur site, hein, c'est un petit peu la même chose. Donc, avoir encore un aspect facilitateur pour les gens, et comme ça, ils vont avoir des liens, de la cohésion avec l'équipe, avec leur chef, et comme ça, bah, on va avancer dans un sens positif pour à la fin assurer la réussite d'un projet. Le soutien émotionnel, donc, c'est une chose qui est très importante et que des fois, bah, les chefs d'entreprise ou les chefs de projet ne font pas attention. C'est qu'il faut vraiment apporter un soutien émotionnel aux membres de l'équipe en cas de stress ou de difficultés personnelles. Il ne faut pas les laisser noyer dans leurs problèmes. Donc, à des fois, dans des entreprises, il y aura un service social. Donc, il faut vraiment orienter bah, la personne à ce service pour comprendre pourquoi il est en cas de détresse, pourquoi il est en difficulté, si vraiment la personne souhaite partager ses problèmes. Et donc, on va dire, ces petits actes, bah, ils seront bien appréciés par le collaborateur. Et après, lui, il va voir, bah, OK, moi, je suis pas tout seul. Il y a derrière une équipe. Là, je peux avoir peut-être un support si je suis dans des difficultés. La troisième chose, c'est la culture d'équipe. C'est que à un moment donné, il faut encore favoriser une culture générale ou une culture commune de travail.
Donc, avoir une culture de travail positive, améliorer la cohésion de l'équipe et, par exemple, favoriser les sorties ensemble, favoriser et mettre en place des événements de convivialité. Donc, donc, partir un petit peu dans ce sens et améliorer un petit peu l'intégration de nouvelles personnes. Parce que si la nouvelle personne, elle arrive, elle embarque dans une équipe et elle n'est pas trop bien accueillie, donc elle va pas trop apprécier cet environnement et elle va pas donner de fond sur son projet. Donc voilà, améliorer la culture d'équipe permet encore d'avoir, si vous voulez, un esprit d'attachement et donc et le sentiment d'être chez soi au sein de l'équipe. Et les deux derniers, c'est encore donc une chose qui est très intéressante, c'est veiller à l'équilibre de travail et vie personnelle. Parce que si cet équilibre, si on ne fait pas attention à cet équilibre, on va dire, on va tomber sur des personnels ou sur des collaborateurs qui sont dans un état de stress, qui ne peuvent pas, on va dire, avancer et à un moment donné, ils vont craquer et ils vont sortir du projet. Et c'est comme ça que des fois, des entreprises ou des équipes, ils perdent des ressources qui sont très compétentes, mais ils peuvent plus, on va dire, avancer parce que le travail, il pèse vraiment beaucoup sur leur vie personnelle. Donc ici, un chef de projet encore, peut-être, il doit essayer de veiller à cet équilibre, voir vraiment si vraiment il y a des difficultés dans ce sens dans son équipe. Et la dernière chose, c'est le développement professionnel. C'est que comme lui, il est en train de faire un apprentissage en continu, il doit encore assurer et proposer à ses collaborateurs de vraiment quelles sont les formations qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent se développer, comment ils peuvent aller dans une évolution carrière. Donc là, il faut vraiment que lui expose et oriente on va dire, les personnes pour aller faire du, du développement et de ne pas et acquérir de nouvelles compétences. Voilà. Comme ma conclusion, donc pour réussir on va dire un poste de chef de projet, une mission de chef de projet, vraiment il faut être un leadership inspirant. Donc un chef de projet réussi guide et motive son équipe vers les objectifs du projet. Il doit avoir une communication efficace. Il maintient une communication claire et ouverte pour assurer une compréhension mutuelle et résoudre les problèmes. Il doit gérer les conflits d'une façon constructive. Donc, il sait identifier et résoudre les conflits de manière constructive pour préserver la collaboration. Parce que sans collaboration, il n'y aura pas de projet. Planification et organisation rigoureuse. Il gère le temps et les ressources efficacement en respectant les délais et bien sûr les budgets. Et il doit apporter un soutien à son équipe pour faire, on va dire, un soutien à l'équipe et développement professionnel. Donc, il doit investir dans le développement de l'équipe, il doit créer un environnement positif et il doit favoriser un petit peu encore la cohésion. Donc, c'est un petit peu, on va dire, le rôle de chef du projet, il n'est pas vraiment de l'organisation, création des diagrammes de Gantt et faire des budgets et des tableaux. Mais non, ce rôle, il va au-delà de ça. Donc, c'est un rôle de communication, c'est un rôle de gestion d'équipe, c'est un rôle, on va dire, un petit peu humain. Et donc, sans l'aspect humain, il ne peut pas réussir. Donc, vraiment, l'aspect humain, c'est l'aspect le plus important dans cette mission. Euh, et après, euh, Et après, l'aspect de planification et l'organisation, ça vient après. Voilà, je pense que ça, c'est le dernier diapo de ma présentation. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez on va dire, quelques
quelques questions, des discussions, des clarifications à apporter, bah, n'hésitez pas. Et merci beaucoup pour votre attention. Oui, merci Ali. Je crois qu'il y a une question. Oui, Ah non, j'ai cru. ah, Du coup, personne n'a une petite question pour Ali, une question, une problématique éventuellement voilà, rencontrée au quotidien que vous souhaiteriez par exemple partager? Moi, j'avais peut-être une petite question. Du coup, c'était plutôt au sujet des, parce que là, je trouve que c'est vachement orienté, chef de projet avec son équipe, et cetera, et pas forcément, rapport client. oui, Et très souvent, on va avoir des rapports, quand il y a des échéances qui sont pas respectées ou il y a des tensions, et du coup, très souvent, le chef de projet, ben, il s'en prend un peu, entre guillemets, «plein la gueule». oui. Et il y a une gestion aussi, alors tu as vachement parlé de la gestion des conflits internes à l'équipe et du chef de projet, mais il y a aussi cette gestion du stress et du rapport, potentiellement conflictuel avec des clients. Du Oui, coup, tout si à tu fait. apporter. Ouais, tout à fait. Donc, si tu veux, on va dire, le sujet que moi j'ai proposé à Camille, c'était vraiment orienté animation équipe. Mais de toute façon, encore dans le rôle de chef du projet, il y a encore bah, la gestion du relationnel avec le client. Et donc, des fois, oui, on arrive à être en retard, à ne pas respecter les échéances, et c'est le chef de projet qui doit assumer cette responsabilité et de pouvoir négocier un petit peu avec son client bah, les causes. De toute façon, il doit être factuel. Donc, on a eu mais il doit être factuel, mais en même temps, en protégeant bah, l'équipe. Il ne doit pas exposer une personne et dire, bah, OK, on a eu de retard parce que cette personne a mal fait son travail. Donc, ouais, c'est un travail, c'est un compromis. Il doit être factuel avec son client tout en protégeant l'équipe. Mais il faut qu'il explique bien, d'une façon claire, les causes et comment on peut anticiper pour la prochaine fois et quelles sont les solutions qu'on peut les mettre là actuellement pour remédier à la situation. Donc, voilà. Et de toute façon, euh, les retards, lorsqu'on a des échéances et on livre pas à échéance, bah, des fois, ces retards, c'est que lui, il a mal organisé on va dire, ses tâches. Et des fois, ça arrive des éléments extérieurs, c'est qu'une équipe qui fournit du service à son projet, mais lui, il gère pas cette équipe, une équipe tierce. Il a, on va dire, l'équipe tierce a ce retard et lui, il va l'hériter directement. Donc, pour ça, il faut être factuel avec son client. Voilà, donc là, on va dire, l'action numéro un. Et être pro-réactif et alarmer son client si vraiment ils sont des retards. Parce que quand tu dis à ton client, non, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de retard, et tu arrives au jour J et tu peux pas livrer, bah oui, après, c'est le problème du chef du projet. Mais si lui, il opte pour une communication claire avec son client en lui disant, bah, on a des difficultés, on a une équipe qu'on gère pas, et c'est leur travail qui induit des retards, mettre le client en lumière, expliquer au client ce qui se passe, bah après, lui, avec son client, il peut arriver à une solution intermédiaire. Je J'espère je que je j'ai réussi à ta question. Si, si, complètement. C'était très, très complet. Merci beaucoup. Merci. Alors, pardon, Andra, je vous rejoins là-dessus. Alors, il y a la problématique inverse, c'est que le client peut mettre aussi en retard le projet. Oui, La première chose à savoir, si on s'engage sur un projet en méthode agile, par exemple, il faut surtout pas le faire si on sait que le client a de l'indisponibilité, s'il y a des problèmes dans le service interne du client, sûr. si le client a une surcharge de travail phénoménale, ça, le mode agile, c'est mort. Oui,
Ensuite, il faut essayer de sympathiser le plus possible, le plus vite possible avec le client, se le mettre dans la poche, évidemment, pour que on ait une relation très, très proche avec celui-ci et qu'à tout moment, on le tienne au courant de l'avancée du projet, effectivement, pour éviter les dérives et l'effet d'annonce tardive par rapport au retard. Ensuite, le client, quand on arrive en phase recette, par exemple, il peut aussi avoir de la disponibilité pour recéter. Et dans ce cas-là, ce qui est privilégiable, c'est de prévoir un planning avec énormément de marge Oui, en phase de livraison en qualification et de recettes et de fin de projet, quoi. tout à Prévoir fait. vraiment de la marge. Oui, Et puis une contingence, évidemment, sur la partie budgétaire, hein. Mm. oui, oui. Pour moi, bah, après c'est juste, j'ajoute un petit mot, c'est que euh, pour moi, on va dire personnellement, je travaillais sur des projets qui sont un petit peu un mixte entre cycle V et agile. Mhm, tout à fait. Et je, et je pense que le mode mixte, il est le plus adapté. Oui, tout à fait. Je Voilà. suis d'accord. Donc là, actuellement, on travaille sur 3 versions par an. Donc, le client, il peut amener ses évolutions sur l'application chaque 3 ou 4 mois. Donc, Mhm. c'est un petit peu un agile, mais on va dire, on le laisse, on le laisse un Oui. petit peu de temps pour réfléchir, pour Alors, et consulter son club utilisateur, quelles sont les évolutions que lui souhaite. Et mhm, nous, pendant la phase de développement, on opte pour le cycle V, tout pendant à les fait. trois Mais mois alors, de développement. cette méthode, elle est bonne quand le client a un budget un petit peu plus élargi et qui peut ne pas être Oui, forcément limité, tout à effectivement. fait, tout à fait. Mais c'est tout, effectivement. Et puis d'autres conflits, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que on peut faire, enfin moi en l'occurrence, je fais intervenir des sous-traitants. Et donc, j'ai pas de gestion d'équipe à proprement dit, mais j'ai les sous-traitants à gérer, effectivement, et chacun Oui, avec ses aléas et ses contraintes. Là, par exemple, on est depuis lundi sur 4 sessions de tentatives de mise en cale qui sont toujours pas terminées. Je disais que j'ai pas mangé ce midi, c'est pour ça. Donc, il y a des contraintes, il y a des contraintes qui font que bah, même moi, je suis obligée d'assister vraiment à toutes ces sessions de paramétrage parce qu'ils ont toujours des questions vis-à-vis de fonctionnels à poser, même vis-à-vis du métier, que moi, je peux répondre à la place du métier dans ces cas-là, parce que le métier, il n'est pas là pour suivre non plus la partie technique. Donc, il y a des contraintes aussi de timing et de charge de travail que le chef de projet doit ingurgiter aussi, et pas forcément toute son équipe, quoi. Voilà. oui, tout à fait. Oui. C'était tout pour ma contribution. Merci. Allô, Moussa Sissoko. Oui, J'avais 2 ou 3 petites questions. Je te remercie beaucoup Ali pour cette présentation merci qui beaucoup. est quand même assez instructif. On sent bien que tu as de l'expérience dans ce que tu fais et que tu aimes bien ce que tu fais aussi. En tout cas, c'est très impressionnant. Ma question, c'est quand même par rapport au métier de l'informatique. Est-ce qu'aujourd'hui, la chefferie de projet, c'est quelque chose qui est encore assez convoité? C'est quelque chose qu'on met aujourd'hui en amont dans les nouveaux projets ou aujourd'hui on vit avec des anciens projets qui continuent à vivre euh, sur cette méthode-là? Est-ce qu'avec les nouvelles tendances, la chefferie de projet, c'est quelque chose encore qui se fait aujourd'hui? Parce que je me pose quand même la question par rapport à ça. Dans l'industrie manufacturière ou dans l'architecture, dans le bâtiment, tout ça, on peut avoir à gérer des personnes, à gérer aussi des ressources financières et des ressources humaines. Et ça prend tout son sens. On voit bien que dans ce que tu as expliqué et puis dans ce que moi j'ai vécu, la chefferie de projet, ça enlève quand même beaucoup de responsabilités aux développeurs. Et du coup, le chef de projet se retrouve avec toutes ces responsabilités-là, avec tout ce qui t'a dit, l'animation d'équipe. Au final, le chef de projet, il se prend tout, quoi. Et le développeur, il est là juste pour écouter ce que dit le chef de projet. Est-ce qu'aujourd'hui Euh, encore, la chef de projet, c'est quelque chose qui se fait sous des nouveaux projets?
Oui, bien sûr, parce que, on va dire, sur les nouveaux projets, ben, moi actuellement, je travaille sur un nouveau projet, on va dire, qui est en place, ça fait, je pense, 1 an et demi ou 2 ans chez le client. Donc, ce sont des projets récents. Et donc, si on va parler un petit peu du marché public en France, oui, donc le client, il exige d'avoir un point d'entrée chez l'éditeur qui est le chef de projet, qui est vraiment, vraiment dans le contrat entre l'éditeur et le client. Il est clairement dit, bah, il faut que l'éditeur met en place un chef du projet qui peut répondre à toutes les sollicitations du client. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le rôle de chef de projet, c'est d'encadrer un petit peu le travail de l'équipe parce que on va dire, si le développeur n'a pas les informations sur quoi et pour quand il doit faire son développement, bah, il n'y a rien qui avance. Donc, il faut quelqu'un qui vraiment, qui est là, qui est garant et qui peut encadrer son équipe bah, pour répondre aux attentes du client. Ok. Après, avec toutes ces responsabilités qui sont ajoutées ici, parce que là, on va dire, le rôle, il a un petit peu changé. Avant, c'était un rôle de un petit peu de boss, où, allez, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, et je vais les résultats dans 2 jours. Et point barre. Là, actuellement, ce rôle, il a changé. Il a pris, on va dire, une autre visage. C'est que il est leader, il doit être à la proximité de son équipe, il doit être à l'écoute de son équipe, les motiver, faire de la cohésion. Donc, et ce sont des tâches qui sont un petit peu difficiles. Donc pour moi, dans une entreprise, dans le domaine informatique, il faut quelqu'un qui appuie ce chef de projet dans ses actions, on va dire, et surtout dans les animations des équipes. Par exemple, dans l'entreprise là actuellement où je travaille, il y a un poste qui ont créé, c'est facilitatrice de communication. Donc, elle peut aider le chef de projet à animer des rétrospectives, à gérer les conflits, à proposer des activités de cohésion. Il y a des entreprises actuellement qui mettent, on va dire, un support. Et là, je vois ça très bien parce que ce sont des entreprises bah, qui se projettent dans l'avenir et qui veulent, on va dire, à garder leur effectif. Et il y a d'autres entreprises bah, qui s'en fichent. Et après, c'est pour cela que tu vois que, on va dire, chaque 2 ou 3 mois ou chaque 6 mois, il y aura des nouveaux qui arrivent et qui repartent. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question bien. Pardon, j'ai parlé, mon micro était coupé. Je te remercie, oui, oui, tu as tout à fait répondu à ma question. Et je vais poser juste une dernière question pour ne pas monopoliser un peu la parole. Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui veulent poser la question. Si dans ton équipe, par exemple, tu as de tout, des développeurs, des testeurs, et que un jour, toi, tu veux quitter ton équipe et qu'un développeur dit à son manager, moi, je veux une augmentation. Et que son manager lui dit, bon, si tu veux une augmentation, tu dois passer chef de projet. Qu'est-ce que tu penses de cela? C'est une bonne question parce que là, des fois, perdre des ressources sur un projet, ça peut être un petit peu pénalisant. Euh, pour être un petit peu honnête, moi, je veux pas lui permettre de prendre ma place parce que si moi, je veux pas partir, il faut qu'on trouve une autre alternance, par exemple, chercher une autre opportunité dans la boîte pour être chef de projet. Non, pas Si forcément prendre ta vraiment, place. Si, par exemple, il y a plusieurs équipes et que oui. lui, il veut une augmentation et que son chef lui dit, si tu veux une augmentation, tu dois passer chef d'équipe, chef de projet. C'est ça, en fait. En quelque sorte. C'est pas vraiment le fait de remplacer le chef de projet existant, mais
C'est par Si rapport à vraiment, si l'évolution de vraiment, carrière. bien sûr, oui, oui, oui. Après, c'est vraiment un travail on va dire, ce travail, il va passer par plusieurs étapes. C'est que, on va dire, cette personne, on va lui proposer que si tu vas avoir, après, ça dépend de plusieurs paramètres. Mais en gros, si lui, il va avoir une évolution carrière. La première chose, c'est d'assurer un plan de réversibilité avec cette personne pour que quelqu'un puisse prendre les actions à sa place. La deuxième chose, c'est voir avec le service RH, bah, OK, cette personne, elle aime bien faire une évolution carrière dans ce sens. Et donc, est-ce qu'on a des places qui sont libres dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Et après encore, ce truc, on va dire, ce sujet, il est encore attaché aux grilles des salaires dans l'entreprise qui est gérée par les RH. Donc, il y a plusieurs éléments à prendre en compte, mais, euh, mais en soi, si on veut, si une personne, pour moi, une personne pour avoir vraiment de l'augmentation, on va dire, elle peut avoir de l'augmentation et rester dans son poste parce que l'augmentation, elle doit être basée sur l'ancienneté et sur l'expérience et sur le niveau d'expérience qu'a acquis. Donc, c'est pas vraiment, il faut vraiment aller dans un poste au-dessus pour avoir une augmentation. L'augmentation, elle sera, on va dire, justifiée par un niveau d'expérience acquis par le collaborateur. Ok, ok, très bien. Et Ouais. donc selon cette expérience, bah, OK, un Après, la dev question, elle est hors qui est sujet, hein, junior, donc, oui, il n'y a pas de souci. Non, non, mais un dev qui est junior, il n'aura pas le même salaire d'un dev qui est senior qui a 10 ans d'expérience ou 5 ans d'expérience. ok. Ouais, je voulais avoir ton avis. Merci. Je t'en prie. Bonjour à tous. Bonjour. Euh, Moi, j'ai une question. Merci d'abord, Ali, pour cette présentation. Je voulais te poser la question en tant que, par exemple, première expérience, quelles étaient les contraintes que tu as rencontrées au tout début de ta mission? Ça, c'est ma première question. Ouais. Oui. Si tu veux, les contraintes, c'est que moi, je viens, si tu veux, d'un environnement scientifique. D'accord. Donc, 1 plus 1 égale 2 et c'est tout. Donc, il fallait vraiment avoir un petit peu, si tu veux, parce que être plus proche de l'équipe, entendre l'équipe et étudier un petit peu les personnalités de l'équipe avant vraiment de se lancer dans le mode des tâches. Donc, ça, c'était vraiment mes premières contraintes ou les premières difficultés que j'ai eues. Mais après c'est bon. Donc là, j'ai appris comment vraiment gérer les personnalités. Mais un chef de projet, il doit avoir au minimum un mois et demi de recul pour étudier les personnalités de son équipe et voir comment il peut agir avec eux. D'accord, ok. Ça marche. Et j'avais une autre question. Par exemple, quand on est amené à travailler en mode classique, donc sur des méthodologies classiques, Oui. comment et par la suite, moi, par exemple, je veux évoluer sur la partie agile. Donc, comment peut-on avancer sur ce point-là et puis monter en compétence, sachant qu'on ne pratique pas? Est-ce que les formations, elles sont suffisantes ou comment on peut faire le pas, on va dire, pour partir en Le fait d'un point méthode agile, méthode classique, vers agile directement? Donc là, si j'ai bien compris, la question, c'est du mode classique vers le mode agile, c'est ça? Oui, comment peut-on, passer de ce par exemple, Mm. pour plus tard, mais Mm. sachant qu'on ne pratique pas, on suit Oui, bien juste les sûr. formations, par exemple, ouais. Ouais. Bah après, bien sûr, il faut suivre les formations et ce qui est vraiment à maîtriser, c'est l'aspect budgétaire parce que l'aspect budgétaire, il va changer. Et donc, par exemple,
dans la méthode classique, il y aura une conception figée, il y aura les évolutions qui sont très bien claires, qui sont bien spécifiées, et donc on a vendu, je sais pas, 100 jours chargés au client. Donc là, ici, le client, il sait bien combien il va payer. Mais en mode agile, on va dire la vente de ces prestations au client, ça devient un petit peu difficile. Donc, il faut opter pour des ETP, donc des ETP à temps plein ou le mode par régie, le mode par forfait, pardon. Forfait ou régie, je ne sais plus. Régie, donc là, il faut par exemple dire, bah, le client, toi, on est en phase de développement d'une application en mode agile. On estime que le travail, on va vous livrer dans 2 ans. Donc, on doit mobiliser, je sais pas, 4 ou 5 ressources pour le moment à temps plein sur le projet. Donc, toi, tu dois payer les 5 ressources pendant une année, par exemple, et après l'année prochaine, on verra comment adapter la situation. Donc, il y aura 5 personnes qui sont vraiment ici pour répondre aux différentes demandes de clients, parce que là, on travaille en mode agile. Mais comme ça, le client, il ne sait pas vraiment combien vraiment est réellement le projet, combien il a coûté. Parce que là, des fois, nous, avec le client, on dit, bah, OK, on a les 5 ETP qui travaillent full-time sur ton projet, mais des fois, on peut les mobiliser sur d'autres projets. Et donc, lui, il n'a pas cette visibilité. Donc, la difficulté, c'est pour le client, c'est pas pour l'éditeur. Ok. D'accord. Sinon, Bah, merci. sinon, s'il va travailler, on va dire, par la vente des jours chargés, ou vraiment, on dit, bah, on va dire, ce premier dev, il va te coûter comme ça. Après, il y aura beaucoup de difficultés parce que le mode agile, il va revenir dans son avis, il va changer son avis. Il y aura du redev, il y aura de la refonte, et là, ça va être impossible de gérer au niveau budgétaire. D'accord. Ok. Bah, merci. Je t'en prie.